ce ne sont pas des actes isolés, ce sont des actes qui pratiquement tous sont liés à deux organisations. D'une part, au Daesh, qui, comme vous le savez, est présent près de nos frontières, mais a été très affaibli grâce à l'action coordonnée de l'Égypte et d'Israël dans le Sinaï. Et deuxièmement, c'est lié à une deuxième organisation que vous connaissez très bien, qui est le djihad islamique. Et nous avons le plaisir de retrouver le docteur Yochanan Manor. Yochanan, bonjour, Boker Tov. Boker Or. Vous êtes politologue. Avec vous, je voudrais que nous essayions de mieux comprendre, essayer d'analyser en fait cette situation sécuritaire extrêmement tendue. Alors selon vous, droit au but, est-ce qu'il s'agit du début d'un soulèvement palestinien ou bien les trois attentats qui se sont produits au cours des 10 derniers jours sont en fait des actes dits isolés de terroristes solitaires ? Non, ce ne sont pas des actes isolés. Ce sont des actes qui, pratiquement tous, sont liés à deux organisations. D'une part, au Daesh, qui, comme vous le savez, est présent près de nos frontières, mais a été très affaibli grâce à l'action coordonnée de l'Égypte et d'Israël dans le Sinaï. Et deuxièmement, c'est lié à une deuxième organisation que vous connaissez très bien, qui est le djihad islamique, qui, lui, est surtout se partage le pouvoir avec le Hamas dans la bande de Gaza, et qui est une organisation qui existe au plan international et qui est financée totalement par l'Iran. Et donc, ces personnes, c'est vrai, ce sont des personnes, ce qui est caractéristique de ces attentats, c'est qu'un grand nombre a été perpétré par des Israéliens, par des Arabes israéliens, qui ont donc pu être mobilisés pour ces deux organisations. Soit ils avaient des antécédents, soit ils ont été recrutés. Et donc ce n'est pas du tout des faits, c'est des personnes qui agissent de manière individuelle, c'est vrai, ou quasi individuelle, mais ils relèvent d'organisations auxquelles ils se sont affiliés ou qui les ont mobilisés. Alors, donc, ce n'est pas du tout spontané, bien que, il y a un climat intéressant qui pousse les gens à l'action. Et alors, ça c'est pas nouveau. Les réseaux sociaux ont un rôle très important, nous le savons, et tout le monde met de l'huile sur le feu. Mais, c'est-à-dire tous les gens qui ont été atteints par Israël, qui sont mécontents, par exemple, de développement dans la région, comme par exemple cette quasi-alliance qui se développe entre Israël et de nombreux pays arabes pour faire face notamment à l'Iran. Donc ça, il y a des gens, même, ils existent, ils sont pas un petit nombre. Je voudrais, qui sont mécontents de ces développements, qui ne veulent absolument pas qu'Israël trouve sa place et en plus coordonne ou soit au sein d'une alliance avec des pays arabes. Ça, c'est la fin du monde. Je voudrais affûter ma question. Est-ce que c'est une campagne conjointe menée par le Daesh et le djihad islamique, ou alors il y avait des intérêts divergents de la part des deux organisations? Parce que d'un côté, on est chez les sunnites, chez le Daesh, c'est les sunnites. De l'autre côté, ce sont les chiites, le djihad islamique. Qu'est-ce qui pourrait les rapprocher aujourd'hui et les conduire à mener une telle offensive, une telle campagne contre Israël aujourd'hui? Non, je peux vous dire d'abord, nous ne savons pas non plus, nos connaissances sur ces deux organisations sont limitées. Et quand vous dites par exemple que l'un est lié plutôt aux chiites, c'est inexact. Le djihad islamique n'est pas du tout chiite, mais il est financé par l'Iran. Oui. C'est une organisation musulmane sunnite, pas chiite, pas du tout. Mais justement, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça converge vers quelqu'un. Ces organisations qui, l'une est en très grande difficulté, c'est Daesh,
notamment celle qui est proche de sa branche, la branche de Daesh qui est proche de chez nous, qui était très active et qui menaçait la stabilité en Égypte. Elle était très puissante et elle a été beaucoup affaiblie grâce à une action coordonnée entre l'Égypte et Israël. Mais elle existe et elle a des partisans. Elle a eu des partisans en Israël, des personnes qui, notamment l'un de ceux qui ont agi dans les derniers attentats, est une personne qui s'était proposée pour faire des attentats suicides pour le compte de Daesh et qui a été emprisonné en Israël, puis libéré quand le juge a considéré que cette personne maintenant avait abandonné cette idéologie. Donc ça veut dire que il y a de la part de ces deux organisations une volonté de frapper maintenant, mais est-ce que c'est dû par exemple au contexte religieux, le fait qu'on est entré dans le Ramadan maintenant, quel est le catalyseur de cette vague? Oui, votre question est tout à fait opportune. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas à cause des événements traditionnels auxquels nous sommes très sensibles et qui sont très inquiétants, qui sont la veille, le Ramadan, ou que ce soit la journée de la terre, qui sont des événements que la population palestinienne, que le peuple palestinien marque toujours et qui sont l'occasion d'explosions de violence. Non, ici, il y a d'autres, il y a pas que cela. Nous sommes avertis de cela, nous sommes préparés à cela, mais il y a d'autres éléments, notamment un élément que j'ai trouvé, que tout le monde peut trouver, c'est ce qui circule dans les réseaux sociaux, à savoir que d'après des documents, d'après des prévisions soutenues par certains chers musulmans, Israël devrait disparaître dans l'été 2022. Et ça, cette histoire, ce fake, a été diffuse très fortement, et il est à l'origine, c'est un site iranien qui est à l'origine de ça. Deux, un journaliste libanais proche du Hezbollah, c'est un monsieur Lemb, qui a réchauffé cette histoire il n'y a pas longtemps en se fondant soi-disant sur un rapport de recherche de la CIA qui n'existe pas, qui est une invention pure et simple, et qui prétendrait, en invoquant des propos de Kissinger, qu'Israël disparaîtrait dans les 10 ans, c'est-à-dire maintenant, c'est-à-dire cet été. Donc, et ça circule très fortement actuellement, depuis quelques semaines, dans les réseaux sociaux. Donc, ce facteur-là, et surtout la rage que Israël développe de plus en plus de relations, il y a de normalisation et des coopérations de plus en plus intenses avec des pays arabes, avec de plus en plus de pays arabes, ceci rend dans une rage folle certains de nos opposants. Et est-ce que vous pensez aujourd'hui que, par exemple, des mesures qui sont préconisées ces derniers jours, on parle de colmater les brèches dans la barrière de sécurité, d'essayer de se montrer plus offensif, comment réagir à tout cela? C'est-à-dire parce qu'on a le sentiment, par exemple, on compare la situation actuelle à celle d'il y a 20 ans, lorsque, après une vague terroriste sans précédent, eh bien, Israël avait lancé l'opération Rempart dans les grandes villes palestiniennes. Là, maintenant, on a le sentiment que finalement, Israël n'a pas de véritable adresse vers qui se tourner pour lutter, si ce n'est que des cellules comme celle qui a été éliminée hier du djihad islamique dans la région de Jenin. Il n'y a pas véritablement de contre-offensive à mener de la part d'Israël. Vous pensez cela? D'abord, je pense qu'il y a des mesures qui s'imposent pour quand on ne sait pas. Des mesures de prudence qui s'imposent et quand on ne sait pas. Parce qu'on ne savait pas. On n'a pas fait attention. On n'a pas prêté attention à des individus qui ont été recrutés et qui sont mis en action. Et donc, en attendant, c'était important de pouvoir neutraliser au plus vite
de tels acteurs. Maintenant, c'est vrai que nous n'avions pas d'adresse, mais au fur et à mesure que les personnes ont été neutralisées et que leur entourage a été étudié et que des études ont été faites, on comprend mieux, on semble mieux comprendre. Il faut être prudent, parce que peut-être que d'où ça vient et qui est derrière tout ça. C'est les arrestations dont vous avez parlé, la neutralisation d'une cellule dont vous avez parlé tout à l'heure. Ça, c'est le résultat d'un travail qui vient d'être fait. Et donc, je pense qu'il faut distinguer des mesures immédiates pour essayer de faire face à l'imprévisible, et en même temps d'analyser ce que nous avons pu comprendre pour prendre des dispositions par rapport à un type d'action qui est nouveau quand même. Ce qui est très nouveau, à mon avis, c'est trois choses. Premièrement, un grand nombre de ces acteurs sont des Israéliens. Oui. Ils ne sont pas nombreux, mais ils existent. Ça, c'est nouveau. Deuxièmement, ils agissent de manière individuelle, mais quelqu'un sait qu'ils existent et les manipule. Et troisièmement, ils viennent de différents endroits. C'est pas qu'il y a un endroit, une cellule, c'est une cellule qui existe avec des adeptes, des partisans, des gens prêts à agir à différents endroits. Mmh. Ce qui rend plus difficile la neutralisation, et surtout quand on ne comprend pas comment ça fonctionne. Je pense qu'actuellement, on comprend un peu mieux, mais peut-être qu'il y a encore des choses à apprendre. Alors, le gouvernement Bennett est confronté à sa première véritable crise sécuritaire, puisqu'il n'était pas encore en fonction en mai dernier, au moment des émeutes dans les villes mixtes et de l'opération Gardien du Mur. Là, maintenant, c'est véritable... Je vous arrête une petite minute. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que je pense que le gouvernement Bennett a affronté une crise bien plus grave au début, lorsqu'il y a eu la crise avec la bande de Gaza, et que le djihad islamique, justement, a réagi à ce qui s'était passé à Jérusalem, et ils ont tiré des missiles en direction de Jérusalem. Non, il n'était pas encore en fonction, grave, le gouvernement, à cette époque. Une participation d'Arabes israéliens dans plusieurs villes israéliennes. Alors, je crois, si je ne m'abuse, Yochanan, je crois qu'il n'était pas encore... Ils ont réussi à coordonner l'action simultanée de Palestiniens, d'Israéliens, d'Arabes israéliens. Alors, si je ne m'abuse, je pense que le gouvernement n'était pas encore en fonction, le gouvernement de Naftali Bennett n'était pas encore véritablement en fonction, c'était encore la fin du gouvernement de transition. Vous avez peut-être raison. Du gouvernement de transition. Je suis pas certain. Mais enfin bon, c'est pas le problème. Là, maintenant, est-ce que vous pensez que le gouvernement de Naftali Bennett, il est en difficulté pour réagir, en particulier parce que vous parliez justement des Arabes israéliens, parce que quelque part, tous les chemins, on va dire, de l'armement illégal ou même de certains chemins du terrorisme mènent au Negev, chez les Bédouins du Negev, et que le gouvernement compte sur le soutien du parti Raham, qui est élu en particulier en majorité grâce au soutien justement des Bédouins. Est-ce que Naftali Bennett peut-être est prisonnier de la composition de la coalition pour réagir face à certains défis sécuritaires qui se posent à lui aujourd'hui ? Alors, à mon avis, non, et bien au contraire. Non, parce que la formation RAM que vous mentionnez, elle est favorable. Elle est favorable à l'action du gouvernement sur ces sujets. Elle est contre le terrorisme. Elle est pour des mesures. Pas seulement, mais les Arabes en général, les Arabes d'Israël en général, tous les partis politiques arabes israéliens, y compris RAM, ont toujours demandé qu'il faut mettre un terme à cette diffusion incroyable d'armement qu'il y a dans le secteur arabe. Et ensuite, ce gouvernement jugement avec la participation d'un parti arabe, c'est une nouvelle formule pour mieux affronter un sujet qui est vital pour tout le monde. Parce que nous le savons très bien, il y a des liens avec
les gangsters. Il y a des liens avec les gens qui utilisent cet armement pour des règlements de compte, mais bien au-delà parfois, et qui ne s'en privent pas. Donc, au contraire, je crois que ce gouvernement est mieux outillé pour prendre des décisions, non seulement prendre des décisions, mais modifier la loi. Parce que le grand problème, c'est d'avoir que la loi permette un certain nombre de choses qu'il n'est pas possible de faire aujourd'hui à l'égard de citoyens israéliens. Aujourd'hui, avec ce gouvernement, c'est possible. Et d'ailleurs, il y a une proposition de loi qui a été soumise et à laquelle l'opposition s'est opposée, justement, ce qui est paradoxal, puisque ça devrait permettre de mieux traiter ce genre de problème. Et donc, mais elle est passée en première lecture et elle passera. Donc je crois que ce gouvernement sur ce problème, il est mieux, il est mieux capable que les gouvernements précédents de traiter ce problème plus complexe qui est l'implication d'Arabes israéliens dans les attentats. Face aux défis sécuritaires, vous pensez, Yochanan, que, et ça sera ma dernière question, que il faut élargir le gouvernement, c'est-à-dire peut-être faire de ce gouvernement un gouvernement dans lequel, par exemple, le Likoud pourrait figurer pour faire face à une sorte pour forger une sorte d'union nationale véritable face à un défi sécuritaire qui peut être important, comme c'était le cas, rappelez-vous, entre 2001 et 2003, lorsque Sharon avait forgé un gouvernement d'union nationale avec les travaillistes pour faire face à la seconde intifada. Bon, je pense que les raisons d'élargir le gouvernement ont existé dès la formation de ce gouvernement et continuent à exister. Est-ce que ces attentats, est-ce que cette vague d'attentats va être l'occasion de convaincre certains partis de l'opposition, et notamment le Likoud, d'entrer dans le gouvernement? Ça paraît difficile, c'est possible, au moins pour certains d'entre eux, peut-être. En tous les cas, c'est toujours une préoccupation d'élargir l'assise du gouvernement qui est très étroite, comme vous le savez. Eh bien, Yochanan Manor, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous éclairer sur ce dossier très problématique de la sécurité d'Israël après les derniers attentats et en fait la réaction, on va dire, on peut parler déjà de contre-attaque de la part de l'État d'Israël, des forces de sécurité israéliennes, comme on l'a vu hier dans la région de Jenin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Shavua Tov, à bientôt. Shavua Tov.